Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier cours sur les espaces de Hilbert. Donc dans ce cours d'introduction, on va parler des espaces pré-hilbertiens. Vous allez voir par exemple, si on compare avec ce que vous avez fait en algèbre, qu'il va y avoir quelques similitudes, quelques analogies. Maintenant, on va travailler dans un cadre un peu plus général. On va arrêter de travailler nécessairement avec des espaces vectoriels et on va pouvoir travailler par exemple avec des convexes. Donc dans cette première vidéo, on va parler des espaces pré-hilbertiens et ensuite dans d'autres vidéos, je les séparerai sûrement en plusieurs vidéos puisque c'est des chapitres un peu plus longs. On parlera de la notion d'orthogonalité et de base hilbertienne. Donc dans la suite, on dira toujours que E est un K-espace vectoriel avec K qui vaut soit R soit C. On commence avec quelques définitions, donc assez analogues à celles que vous aviez vues en algèbre. Donc celle d'un produit scalaire sur E. Donc c'est une application de E dans E qui va dans K, donc K qui vaut R ou C, tel que le produit scalaire entre G et F vaut le produit scalaire entre F et G conjugué, pour tout F et pour tout G de E. On a également que alpha F plus G, produit scalaire avec H, vaut alpha produit scalaire F H plus G produit scalaire H. Ce qui peut nous faire penser à la bilinéarité qu'on avait vu dans le produit scalaire avant. Et enfin, on a que pour tout vecteur f non nul, le produit scalaire entre f et f est strictement positif. Tout de suite, on a des premières propriétés qui apparaissent. Donc si k égale r, on va avoir que le produit scalaire va être symétrique, puisque cet élément-là, ce conjugué-là, vaut en fait simplement comme on est dans R, on peut enlever cette barre-là, et on obtient bien l'égalité. Ces deux-là, je ne vais pas les montrer, donc simplement ça énonce que le produit scalaire avec 0, ça vaut toujours 0, et que le produit scalaire entre f et f vaut 0 si et seulement si f égale 0. Je vais juste montrer rapidement cette propriété-là. Alors, on a que le produit scalaire, évidemment à chaque fois c'est pour tout f, g, h qui appartiennent à E, et je ne sais pas si j'ai utilisé des alphas, oui, et un alpha qui appartient à k. Alors le produit scalaire entre f et alpha g plus h, là il faut faire attention, on ne peut pas séparer directement en écrivant alpha, etc., puisqu'on est avec des complexes. Donc d'abord, comme nous on a une propriété pour séparer quand on est à gauche, on va écrire que ça c'est alpha g plus h, produit scalaire avec f conjugué, qui vaut, donc maintenant ça on peut le séparer, qui vaut donc produit scalaire entre alpha g f plus produit scalaire entre h, f, le tout conjugué, qui vaut produit scalaire, qui vaut alpha conjugué, produit scalaire entre g, f conjugué, donc finalement produit scalaire entre f et g, plus produit scalaire entre h, f conjugué, donc produit scalaire entre f et h. Et on obtient bien l'égalité qu'on avait ici. Maintenant, on va parler du théorème de Cauchy-Schwarz. Donc, c'est un théorème que vous avez déjà vu. La démonstration dans le cas complexe est un petit peu différente. Normalement, vous vous souvenez, on dit que on a quelque chose qui est toujours positif. On a un polynôme de degré 2 qui est toujours positif en posant par exemple hop, f moins tg, produit scalaire avec f moins tg. On dit que ça c'est toujours quelque chose de positif. C'est un polynôme en degré 2, on calcule son discriminant, et on obtient bien l'égalité, on obtient que le discriminant est toujours négatif ou nul, et donc avec ça on obtient l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors là on va faire une preuve un peu différente, on va s'intéresser à ce produit scalaire-là, qui vaut finalement le produit scalaire entre f, moins t bar, produit scalaire entre f, g, alors je vais peut-être écrire un peu en dessous, moins t bar produit scalaire entre fg, alors t qui appartient à k, fg qui appartiennent à e. Moins t produit scalaire entre g et h, g et f, plus module de t au carré, produit scalaire entre g et g. Voilà. Alors,
Maintenant, en fait, on va distinguer les cas. Donc, nous, on a égalité si la famille est liée. Donc, si notre famille est libre, si f, g est libre, on va avoir que cette égalité-là est strictement positive. Donc, je vais plutôt l'écrire ici. Hop. Je ne vais pas le montrer dans le cas où fg est lié, puisque c'est immédiat. Mais maintenant, si la famille fg est libre, on va avoir que tout ceci sera toujours strictement positif. Et en particulier, on va voir que g n'est pas le vecteur nul. Donc g n'est pas le vecteur nul. Donc le produit scalaire entre g et g est strictement positif. Et donc là, si on applique à t qui vaut le produit scalaire entre f et g, divisé par produit scalaire entre g et g, on va regarder ce qu'on obtient. On obtient, alors, produit scalaire entre f et f, d'accord, moins produit scalaire entre f et g, bar, conjugué, fois produit scalaire entre f et g, divisé par produit scalaire entre g et g, conjugué. Tac, on continue, moins produit scalaire entre f et g, fois le produit scalaire entre g et f, plus, voilà, et on divise par produit scalaire entre g et g, plus, hop, je vais y aller plus vite, f, g, module de fg au carré, divisé par produit scalaire entre g et g. On se rend compte d'un truc, c'est que comme le produit scalaire entre g et g, il vaut le produit scalaire entre g et g conjugué, en utilisant cette propriété-là, on obtient tout de suite que ça appartient donc à R. Puisque ce nombre est égal à son conjugué, sa partie imaginaire est nulle. Donc finalement, ici, on va obtenir le produit scalaire entre g et g. Et maintenant, on obtient donc strictement positif. On a produit scalaire entre f et f, moins, ici, hop, finalement, ça va être fg conjugué. Et ces termes-là vont se simplifier, il ne restera plus que le premier. Il nous restera donc module de fg au carré, puisque là on a z, z bar. Je vous rappelle que z, z bar, ça vaut module de z au carré, avec z qui vaut le produit scalaire entre f et g. Le tout divisé par le produit scalaire entre g et g. Et on en déduit donc l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Puisque du coup on a que, hop, produit scalaire entre f et g, module de produit scalaire de f et g au carré, est strictement inférieur à produit scalaire entre f et f, fois le produit scalaire entre g et g, avec ces éléments-là qui sont toujours strictement positifs. Hop, ceux-là sont toujours strictement positifs. On peut passer à la racine, et on obtient bien l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc là, on l'a fait dans le cas où la famille est libre. Je vous laisse le faire dans le cas où la famille est liée, mais ça se fait immédiatement. Alors maintenant, on notera norme 2. Je vais justifier après que c'est bien une norme. La racine du produit scalaire entre f et f. Donc il y a un premier lemme qui arrive. Donc si on prend f et g qui appartiennent à E, on va avoir que 2 fois la partie réelle de fg vaut donc cette égalité-là. On va le démontrer. On va le démontrer tout simplement puisque norme de f plus g au carré, ça vaut donc le produit scalaire entre f plus g, produit scalaire entre f plus g, qui vaut produit scalaire entre f et f, plus produit scalaire entre f et g, plus produit scalaire entre g et f, plus produit scalaire entre g et g. J'aurais dû passer à la ligne, hop. Qui vaut, donc là on va simplifier, on obtient norme de f au carré ici, plus norme de produit scalaire fg, plus produit scalaire entre f et g conjugué,
plus norme de G au carré. On commence à se rapprocher de quelque chose. Maintenant, on se souvient que Z plus Z bar, ça vaut 2 fois la partie réelle de Z avec Z incomplexe. Donc là, on obtient module de F au carré plus 2 fois la partie réelle du produit scalaire entre F et G plus le module de G au carré. La norme de G au carré. Et on obtient donc la première égalité en faisant passer des éléments de l'autre côté. Pour la seconde, on va en fait réappliquer la première égalité donc, en utilisant F et moins G. Donc 2 fois la partie réelle de F avec moins G, ça vaut norme de F moins G au carré, moins norme de F au carré, moins norme de moins G, hop, le 2 je l'ai mis à droite, hop, voilà. Norme de moins G au carré. Sauf que finalement, le moins qui est ici, on va pouvoir le déplacer devant. Et ici, pareil, le moins qui est ici, il va finalement disparaître lorsqu'on va prendre donc, moins G. Ça va valoir moins 1 fois moins 1, donc moins 1 au carré, G. Et donc, on les fait disparaître comme ça. Et maintenant, on a donc cette égalité-là, mais on a également cette égalité-là. Donc si on fait la première égalité moins la seconde, on obtient 4 fois la partie réelle de FG égale, donc notre première égalité, ici, produit scalaire entre F plus G au carré, moins norme de F au carré, moins norme de G au carré, moins norme de F moins G au carré, plus norme de F au carré, plus norme de G au carré, qui vaut donc norme de F plus G au carré, moins norme de F moins G au carré. Bon, là, j'ai utilisé tout le temps le fait que c'était j'ai dit tout le temps le mot norme, sans l'avoir démontré, donc c'est ce qu'on va montrer juste maintenant. L'application qui à F fait correspondre cet élément-là, donc norme 2, est une norme sur E. La preuve est simple, je vais simplement montrer l'inégalité triangulaire qui peut poser un petit souci. En fait, on va utiliser le fait que la partie réelle de F et G, je ne redéfinis pas F et G, mais c'est des éléments de E, va être inférieur ou égal au module du produit scalaire entre F et G, qui va être inférieur ou égal, par Cauchy-Schwarz, à norme de 2, norme de G. Donc maintenant, nous, quand on s'intéresse au produit scalaire, à la norme de F plus G, ça vaut par l'égalité qu'on a juste ici. Alors attendez, je vais enlever le moins que j'ai mis ici. Voilà, c'était pas vraiment un moins, en fait, c'était juste pour vous indiquer qu'on utilise cette ligne-là. Par cette égalité-là, on va pouvoir se débrouiller, puisque norme de F plus G au carré, ça vaut 2 fois la partie réelle de F et G, plus norme de F au carré, plus norme de G au carré, inférieur ou égal à 2 fois norme de F, norme de G, plus norme de F au carré, plus norme de G au carré. Mais là, c'est super parce qu'on se retrouve avec une identité remarquable. Donc ça, c'est exactement égal, en fait, à norme de F... non, il n'y a plus le au carré, justement, plus norme de G, hop, au carré. Et donc, on en déduit que norme de F plus G est inférieur ou égal à norme de F plus norme de G. Et voilà, et maintenant, vous avez toutes les clés pour montrer que cette application est bien une norme. On va passer maintenant à quelques définitions. Donc là, pour l'instant, j'étais peut-être un peu rapide. C'était essentiellement des rappels. Bon, là encore, ça va être encore des rappels. Donc cette norme 2 est dite associée au produit scalaire.
On va l'appeler norme euclidienne, puisqu'on appelle norme euclidienne toute norme sur un R espace vectoriel ou un C espace vectoriel associé à un produit scalaire. On appelle norme euclidienne sur un R espace vectoriel et norme hermitienne sur un C espace vectoriel. Et on appelle ensuite un espace pré-hilbertien, donc réel ou complexe, tout espace vectoriel normé dont la norme est euclidienne. Donc quand on travaillera avec un espace pré-hilbertien, on saura que c'est un espace vectoriel normé et qu'en particulier, la norme découle d'un produit scalaire. Voilà. Donc par exemple, les exemples les plus fréquents, si on travaille avec Kn, le produit scalaire entre x et y, de vecteurs x et y, ça va être la somme de i égale 1 à n des xi multiplié par le conjugué de yi. Ou alors si on travaille avec l'espace des fonctions de L2 sur un ensemble oméga, le produit scalaire entre f et g, c'est l'intégrale avec f et g mesurable de fg conjugué. Voilà. Donc nous désormais, on travaillera toujours avec E en espace pré-hilbertien. Avant c'était juste un espace vectoriel normé, maintenant dans la suite je le préciserai plus, mais E est un espace pré-hilbertien. On a un premier théorème qui arrive. Donc si on prend f et g, deux éléments de E, on va avoir l'identité du parallélogramme. L'identité du parallélogramme. Parallélogramme. Voilà. Que je ne me trompe pas sur l'orthographe. Non, c'est bon. Donc l'identité du parallélogramme. Cette identité, elle va surtout nous servir pour montrer qu'une norme, qu'un espace qu'une norme n'est pas euclidienne. Puisque toute norme euclidienne, alors du coup j'ai oublié de préciser avec les petits 2, voilà, toute norme euclidienne vérifie l'identité du parallélogramme. On va le montrer. Alors attendez, je commence à avoir juste un petit doute sur ce que j'ai écrit. Non, c'est bon. Alors, norme de f plus g au carré, norme 2, moins norme de f moins g au carré. Donc là, en fait, on va utiliser ce qu'on connaît déjà, nous. Donc, c'est-à-dire, nous, on connaît ça. Ça vaut donc 4 fois la partie réelle. 4 fois la partie réelle du produit scalaire entre f et g, qui vaut 2 fois la partie réelle. Alors, 2 fois la partie réelle entre le produit scalaire entre f et g, qui vaut, donc là on va réutiliser l'autre égalité, donc 2 fois la partie réelle entre le produit scalaire, ça vaut norme de f au carré, norme de f plus g au carré, moins norme de f, moins norme de g, donc ça vaut finalement 2 fois norme de f plus g au carré, moins norme de f au carré, moins norme de g au carré. Et finalement, on en déduit l'identité du parallélogramme. Ici, donc simplement, on fait plus norme de f moins g des deux côtés, et cela également, on peut les basculer de l'autre côté de l'égalité, en faisant plus norme de f moins g. Donc là, hop, je vais juste le faire, parce que là, j'ai pas été très clair. Simplement, donc ces éléments-là, on va les mettre à gauche de l'égalité. Donc on obtient 2 normes de f au carré plus norme de g au carré, qui vaut 2 fois ce produit scalaire moins celui-ci. Donc finalement, qui vaut juste une fois cette norme. Donc norme de f plus g au carré plus norme de f moins g au carré. C'est un bon exercice de montrer que un espace qui va vérifier l'identité du parallélogramme va être pré-hilbertien. On a une première conséquence donc de ce théorème, de cette identité du parallélogramme, qui nous dit que L2 n'est pas un espace pré-hilbertien pour P différent de 2. Donc pour ça, on va essayer de trouver deux fonctions de LP, de R, donc deux fonctions mesurables, intégrables pour LP, telles que on n'ait pas l'identité du parallélogramme. Donc on va penser par exemple à des indicatrices, on va regarder ce que ça donne avec indicatrice de 0, 1
et indicatrice de 1, 2, par exemple. Alors, on va regarder. Donc, on va avoir norme de l'indicatrice de 0, 1, moins, plus l'indicatrice de 1, 2. Hop. Alors, généralement, on met plutôt un petit p ici quand on est sur un espace LP, justement, du coup, puisque c'est plus une norme euclidienne. Au carré, ça vaut donc... Je vais le mettre, hop, pardon, je vais le mettre à la puissance p plutôt, tac. Ça vaut l'intégrale sur R de l'indicatrice de 1, 0 plus 1, 2. Donc finalement, ça vaut juste l'intégrale entre 0 et 2 de 1 fois dt, qui vaut finalement 2. Ensuite, on va avoir l'indicatrice de 0, 1 moins indicatrice de 1, 2. Ça va valoir l'intégrale entre 0 et 2. Entre 0, on va la séparer en deux parties. Entre 0 et 1, dt, moins intégrale entre... Alors non, pardon. Hop. J'ai oublié, donc vu que là, on prend la norme... Alors, j'ai pas été très clair là. On va prendre la norme, donc norme de f, p puissance p, qui vaut l'intégrale de module de f puissance p, voilà, sur R. Alors, on va prendre cette intégrale-là, cette norme-là. Et donc là, on obtient pareil, puisqu'on obtient des valeurs absolues. Hop, dt qui vaut 2. En revanche, on va avoir que la norme de l'indicatrice de 0, 1, ça vaut l'intégrale entre 0 et 1 de dt, qui vaut 1. Et l'indicatrice de 1, 2, pareil. Ça va être l'intégrale entre 1 et 2 de 1 dt. Et donc, on se rendra compte qu'on n'aura jamais l'identité du parallélogramme, puisque là, par exemple, on va avoir donc norme de indicatrice de 0, 1 moins indicatrice de 1, 2. Ça vaut 2 puissance 2 divisé par 1 sur p. De même pour l'autre. Donc finalement, alors que ici, ça vaudra toujours 1. Et donc, on se rend compte finalement, quand on passe au carré, on obtient que 2 puissance 1 sur p au carré plus 2 puissance 1 sur p au carré. Ça va être différent quand p différent de 2, de 1 plus 1 égale 2. Voilà. Ça vient du fait que 2 puissance 1 sur p, ça va être différent de 1, avec p différent de 2. Voilà. Bon, j'ai pas été hyper clair, c'était peut-être pas très propre. Essayez de le refaire à la limite chez vous. Donc, on définit cette terme-là sur LP. On va bientôt terminer. Donc maintenant, on va définir un espace de Hilbert, ce qui va être important donc pour la suite. Un espace de Hilbert, c'est un espace qui est complet pour sa norme euclidienne, ou sa norme hermitienne. Donc, par exemple, tout de suite, on en déduit qu'un espace pré-hilbertien de dimension finie va être un espace de Hilbert. Également les fonctions de L2 sur un ensemble oméga vont être un espace de Hilbert. Ça vient du théorème de Rice. Les espaces comme ça sont complets. En particulier, ils sont complets donc pour leur norme hermitienne. Donc, ce sont des espaces de Hilbert. Et on arrive avec un dernier théorème que je vous laisse démontrer. Donc, petit L2 de n est un espace de Hilbert. Donc ça, vous pouvez le montrer. Il faut montrer simplement que c'est un espace avec un espace de Hilbert. Donc si on prend U, un élément de L2 de n, on va définir norme de U comme la somme des cas positifs, des UK carré. Et c'est strictement inférieur à plus l'infini sur L2, sur petit L2. Et donc, vous pouvez essayer de montrer que c'est un espace de Hilbert. Donc pour ça, vous devez simplement montrer qu'il est complet pour cette norme-là. Donc vous prenez une suite de Cauchy,
et ensuite on évalue UN, hop, U, alors attendez, hop, on prend une suite U, P, une suite appartenant à L2 de N, mince, je suis en train de m'embrouiller, pardon. En gros, ce que vous allez prendre, c'est vous allez prendre une suite de suites et vous allez évaluer UP, la suite UP au point N moins la suite UQ au point N. Vous allez montrer que ça va être plus petit que epsilon. Donc là, hop, avec des modules. Donc finalement, vous allez avoir que la suite UP de N, ça va converger vers une suite U de N. Donc nous, notre suite, ça va être la suite U de N à la fin. Voilà. Et UP, puisque ça va être une suite de suite. Voilà, c'est pour ça que c'est là qu'est un peu le piège. Donc maintenant que vous avez, vous montrez que donc ça converge vers une certaine suite, et il vous reste à montrer que cette suite, elle appartient bien à votre ensemble L2, et ensuite de bien justifier le fait que votre suite de suite converge vers cette suite. Voilà, bon, ça, c'était un premier cours un peu introductif, peut-être pas super clair parce que il y a beaucoup de notions que vous connaissiez, donc j'ai été peut-être un peu vite. Je vous invite à regarder les prochaines vidéos où on va avoir une approche complètement différente de la notion d'orthogonale. Merci n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et bonne journée!